Salut à vous mes gueux et mes gueux, c'est moi le clochard magique, le formidable, incroyable Toinon là-bas qui pour votre plaisir, toujours en pyjama, et vous voyez je me laisse un petit peu pousser les cheveux alors qu'il y a mon j'arrive pas à parler aujourd'hui, alors qu'il y a mon homonyme chauve. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous préférez, des cheveux ou pas de cheveux. Alors je sais que je suis pas forcément très actif ces derniers temps, je suis malheureusement ou heureusement selon, ça dépend, très occupé. Et si vous suivez mes aventures sur ma chaîne, j'espère que c'est le cas, et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le s'il vous plaît. Et vous avez certainement vu qu'il y avait en ce moment une série de vidéos par rapport à mon retour en Suisse. Je suis avec ma femme, elle découvre l'Europe, c'est sa première fois sur place. Mais vu qu'il y a déjà eu 2 vidéos qui sont sorties et qu'il va encore y en avoir 2, qui fait 4 en tout, oui vous êtes fort en calcul, bravo, je me suis dit qu'au milieu j'allais faire un petit break en faisant ce FAQ, qui est le FAQ numéro 7. Ça fait depuis longtemps que je le promets, le voici enfin, et c'est parti générique. It's my man Tawana. You need some artwork? Hit my man Tawana. Le chat magique. Le chat magique. Miam, miam. Hello. Sans plus attendre, voyons la première question. Question de Jeff Bernados, ou Bernados. Comment tu fais pour avoir une vie aussi trépidante? Je reviens du live Kikusho et t'as plein d'anecdotes intéressantes. Salutations au Kikusho. Un conseil pour les 2000 qui vivent à travers leurs écrans. Eh ben mon cher Jeff, ta réponse est dans la question. Je pense en effet que la question des écrans c'est un véritable problème. Mais laisse-moi développer. Bizarrement, je trouve pas que j'ai une vie qui est spécialement trépidante. J'ai beaucoup d'amis et de membres de ma famille qui ont de vrais vécus de fou. Si vous avez pas vu la vidéo sur mon tonton gangster, je vous invite vraiment à la regarder parce que ça c'est un exemple de vie qui veut absolument rien dire. Et le fait d'être entouré par ce genre de personnes, ça fait que je ne me sens pas particulier. Mais je pense que mon constat général, c'est qu'à l'heure actuelle, les gens ne vivent plus de la même façon. Je suis encore de la génération des gens du terrain, des gens qui voyagent, qui partent à la rencontre d'autres personnes, une génération de personnes qui partent vivre leurs propres expériences et qui cherchent à satisfaire quelque chose de personnel. De nos jours, à l'ère des réseaux, les gens en effet passent trop de temps devant leur écran. Je me suis vomi dans la bouche. Voilà, les gens passent trop de temps devant leur écran. Les TikTok, les Twitch, les YouTube. J'ai l'impression que la nouvelle génération, elle vit un petit peu par procuration des expériences d'autrui, l'ailleurs, et que contrairement aux personnes de ma génération, les influenceurs et beaucoup de créateurs de contenu à l'heure actuelle ne veulent pas vivre des expériences pour eux-mêmes, mais ils veulent les vivre pour autrui, pour les followers, pour les stats, pour le nombre de vues. Et je trouve ça dommage. Il y a un terme dans le rap que j'aime beaucoup, c'est celui de We are outside, qu'on peut traduire par on est dehors, on est sur le terrain, toujours au cœur du terre-terre. On voit et on vit les choses de la réalité, et tout ce qu'on vit, on ne documente pas. On prend pas de photos, on fait pas de story ou autre, car tout montrer n'est pas bien montré. Et de ce fait, je me considère vraiment comme un outdoorsman, un homme du dehors. Tu peux me trouver tard le soir, là où les gens ne viennent pas. Ils sont pas aussi vrais que moi, vu que je traîne tard là où eux ne viennent pas. Ça fait un peu pervers dit comme ça. Et assez souvent je trouve que ces délires d'influence c'est vraiment comme dans le rap en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont sous les projecteurs et qui parlent de ce que des gens comme moi vivent vraiment ou ont vraiment vécu. Donc cher 2000, mon ultime conseil c'est voyager, sortez de chez vous, faites des rencontres dans la vraie vie. Si vous voulez embrouiller quelqu'un, embrouillez-le dans la vraie vie et pas sur Twitter. Parce que là ça va vraiment vous passer l'envie de vous embrouiller avec des gens gratuitement. En gros, confrontez-vous à la vraie vie. Merci Jeff pour ta question. Et la suivante, le mangaka 6539. J'aimerais savoir si ta vie au Japon est comme celle dont tu rêvais ou non. C'est dur de s'habituer au Japon. Pour mettre les choses au clair, mon expérience du Japon elle s'est faite en 2 phases. La première phase c'était uniquement en tant qu'illustrateur. Vous pouvez profiter du Japon à fond, je sortais tout le temps, je traînais tard, le soir, la nuit, tout ce que tu veux. Je bossais beaucoup dans le milieu de la musique, je courais après les filles. Ça aussi ça fait un peu pervers dit comme ça. Et cette liberté d'agir et de faire des choses, c'est parce que j'en avais le temps et les moyens. Maintenant dans cette deuxième phase qui est celle de ma vie actuelle, j'ai une vie qui est beaucoup plus humble, beaucoup plus modeste financièrement. Et pour te donner un ordre d'idée, mon cher le mangaka, je me rappelle plus du numéro, quand j'étais illustrateur à temps plein, je gagnais 4 fois plus que maintenant, tout en travaillant 4 fois moins. Je te laisse imaginer la différence. Alors attention, je dis pas que je suis malheureux à l'heure actuelle, mais c'est quand même très difficile de comparer ce que j'ai eu la chance d'avoir avant par rapport à ce que j'ai maintenant. D'autant plus que le dessin c'est littéralement ma vie. Et je tiens vraiment à souligner le fait que si je n'avais pas eu ce run dans le dessin, jamais j'aurais traîné dans certains milieux, jamais j'aurais rencontré certaines personnes. Et en l'état, avec le temps et les moyens financiers que j'ai en ce moment à ma disposition, tout ce que j'ai pu faire par le passé, tout ce que j'ai pu construire, c'est impossible. Et pour répondre à ta question une fois pour toutes, ma vie de rêve au Japon, c'est celle que j'ai eu la chance de vivre par le passé. En tout cas, je suis hyper chanceux et hyper heureux d'avoir pu l'expérimenter à cette époque. Question suivante, Louis WP7TI. Est-ce que c'est le code de ton Wi-Fi, mon cher Louis? Tu fais les conventions au Japon en tant qu'exhibitor? Si oui, t'as un peu de popularity? Comment tu ressens la baisse de la hype des NFT et ton futur d'artiste en général? Bon, il y a beaucoup de questions, donc je vais répondre de façon un petit peu générale. J'ai jamais fait d'exhibition au Japon ou ailleurs. Je suis jamais allé dans les conventions faire ça. Et la raison, elle est très simple, c'est que je n'aime pas les conventions. Vous allez me dire, oui,
c'est bizarre, tu fais du dessin dans le style manga, t'es au Japon, on comprend pas. Alors oui, j'adore dessiner, j'adore les animés, les mangas, les jeux vidéo, tout ce que tu veux, mais moi, mon premier amour, c'est le hip-hop, c'est le rap. Je préfère 10 000 fois le rap à tout ce qui est culture japonaise en général. Et d'ailleurs, mon seul intérêt à la base dans le dessin, c'était de pouvoir m'en servir pour bosser avec des gens du rap. Je n'ai jamais eu envie de travailler dans l'animation en tant que mangaka ou je sais pas quoi. Moi, c'était vraiment rap. Si je me retrouve face à Eiichiro Oda ou face à Nas, je peux te garantir que Eiichiro Oda, j'en aurais... C'est un peu méchant ce que je veux dire, mais j'en aurais rien à faire en fait. Ce qui fait que de façon générale, je suis pas vraiment à l'aise dans les ambiances trop animé fan. Mais bon, peut-être qu'un jour je changerai d'avis, j'aurai envie de faire des conventions, d'avoir mon stand. Ça fait vraiment depuis plus d'une vingtaine d'années que je sais que c'est pas ma came en fait. Par rapport au NFT, je vois avant tout ça comme un moyen afin de me motiver à dessiner, de m'améliorer dans mon art. Alors il est vrai que je suis venu dans un premier temps pour des raisons financières, et au final, je suis resté pour la communauté. Et quant à ta question par rapport à mon futur en tant qu'artiste, je ferai une vidéo dessus, donc restez branchés. Question suivante! Alors on a une question de la part de l'Ananas8875. Est-ce que tu comptes faire des vlogs en dehors de Tokyo? Ça pourrait être sympa. Mon cher Ananas, il y a déjà quelques vlogs qui ont été filmés en dehors de Tokyo qui sont sur ma chaîne, notamment à Sendai, à Atami, également à Chiba. Et là j'ai encore beaucoup de rush que j'ai pas du tout eu le temps de monter, mais ça va venir. Il y a beaucoup de vlogs qui se passent en effet en dehors de Tokyo. Et en ce moment même, il y a mes vlogs en Suisse et en France. Du coup là on est vraiment très loin de Tokyo. Donc n'hésite pas à les regarder. Question suivante de Bilal Ziani, l'ami Bilal. J'aimerais savoir les 3 jeux qui t'ont le plus marqué et pourquoi. Joyeuse fête à toi et à ta famille. Merci beaucoup Bilal. Je vais commencer par le top des jeux vidéo parce que Bilal demande faire un top de musique, manga, etc. C'est certainement quelque chose de très intéressant à faire à l'avenir, surtout que c'est une chaîne qui est à propos de moi, donc je me permets de parler de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, de façon générale. Mais on va commencer avec les jeux vidéo. À la place numéro 3, je te dirais Lunar Eternal Blue, qui est un RPG vraiment à l'ancienne, qui était sorti sur Sega Mega CD à l'époque, et qui a eu une refonte sur PlayStation. Et j'ai vraiment eu la chance d'apprécier le jeu via sa version PlayStation, et les musiques, les personnages, il y a tout qui est vraiment magnifique. Et je t'avoue qu'à l'époque, j'avais un méga crush sur le personnage principal, qui est une belle demoiselle aux cheveux bleus. Elle arrive de la lune. Et c'est vraiment un RPG très à l'ancienne, que ce soit au niveau visuel qu'au niveau des mécaniques, mais il y a vraiment ce charme que je trouve incroyable. Et le truc qui était trop stylé, c'était que pour la version PlayStation, l'éditeur avait rajouté des séquences animées en guise de cinématique. Et le truc que j'avais adoré, c'était que le chara design me rappelait beaucoup celui de Evangelion. Deuxième jeu, qui est une paire en fait, c'est Sakura Taisen 1 et 2, qui est un tactical RPG slash drag qui était sorti à la base sur Saturn et sur Dreamcast. Et c'est vraiment le charme de ces petits jeux à l'ancienne, où t'as une magie qui se fait, t'as un chara design qui est très vintage, qui est très 90s, signé par Kosuke Fujishima. On joue le rôle de Ogami Ichiro, qui est muté dans un théâtre à Tokyo, où il est supposé prendre la direction de l'armée florale qui est en place. Et en fait, il se rend compte qu'il se retrouve dans un théâtre à déchirer les billets et à s'occuper de coacher les membres du théâtre, qui sont des filles avec qui il s'entend pas du tout bien au départ. Et le but, c'est de créer une cohésion entre les filles afin qu'elles puissent bien combattre. Il y a ce côté dating, simulation, afin de booster les stats des personnages féminins, pour qu'une fois qu'on se retrouve au combat, elles puissent débloquer des techniques et mieux se battre. Et j'adore. J'ai une préférence pour le 2, mais les épisodes 1 et 2, pour moi, ça va vraiment ensemble, en fait. C'est vraiment la suite, et il faut vraiment les faire ensemble. Numéro 1, bah la même chose que pour Sakura Taisen, je ne peux pas séparer les épisodes 1 et 2, même si j'ai une préférence pour le 2 dans ce cas-là encore. C'est Suikoden 1 et 2. Ce sont des jeux qui racontent l'histoire d'une personne élue, qu'on appelle l'étoile de la destinée, et qui est amenée à réunir 107 personnes auprès d'elle, afin de se battre contre les méchants. Je sais que c'est très basique la façon avec laquelle est-ce que je le présente, c'est très politique, il y a des personnages qui sont vraiment hyper développés, donc imaginez-vous, il y a 108 personnages, hein. On peut recruter tous ces personnages, c'est vraiment incroyable, donc ça vraiment, je suis très RPG, hein, donc ça c'est vraiment mon top 3. Et c'est des jeux qui ont en commun d'être assez vieux, qui sont assez moches, mais qui pourtant ont énormément de charme. C'est des gens qui pensent comme Toine, je vous encule. Question suivante de l'ami tchèque. T'as déjà fait des événements en soirée cosplay, toi? Si oui, t'étais déguisé en quoi? Et c'est quoi l'ambiance? Alors je vous avoue que cette question, je vais seulement y répondre partiellement maintenant. Oui, ça m'est déjà arrivé de faire des soirées cosplay, et à chaque fois que je me suis cosplayé en perso de manga, c'est parti en baston. Alors je vais laisser planer le suspense, et je ferai une vidéo pour vous parler de ces quelques histoires, de comment est-ce que tu peux passer d'un cosplay à une baston générale. C'est des anecdotes qui sont certes pas glorieuses, mais qui restent marrantes dans le fond, et c'est pour ça que je me permettrai de vous les raconter. Allez, on arrive à la dernière question, qui est une question assez profonde de la part de Charles Martineau, qui est du Québec, au Canada. Si tu pouvais changer seulement un aspect social de la culture japonaise qui pourrait aider les Japonais à surmonter leurs défis tels que le déclin de la population, quel serait-il? C'est vraiment une excellente question. Je vais juste me permettre de faire une réflexion qui est très rapide et très émotionnelle. À mon avis, le premier problème du Japon, c'est le Japon en lui-même. Le déclin de la population, c'est une tendance globale mondiale. Mais au Japon, en 2022, il y a eu moins de 800 000 naissances. Un pays où la population compte plus de 120 millions de personnes, c'est incroyablement bas au niveau de la natalité. Et ça fait depuis plus d'une douzaine d'années que cette natalité est dans le rouge.
rouge, c'est-à-dire qu'il y a plus de décès que de naissances, et c'est dingue. Après, c'est pas l'unique cause, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui participent à ce déclin et à ce problème de la société japonaise. Il faut prendre en considération l'inflation, le pouvoir d'achat qui baisse évidemment, les jeunes qui sont de plus en plus inquiets pour l'avenir, qui gagnent de moins en moins d'argent et qui apprennent à se satisfaire de moins en moins également. En fait, rien ne va au Japon, et même si le Japon n'est pas fan de cette idée, il va devoir passer par une phase d'acceptation d'une immigration massive. Dernièrement, il est plus facile d'obtenir un visa pour les personnes qui disposent d'un permis de conduire. Et ça, c'est parce que le secteur des transports manque cruellement de travailleurs. C'est assez étonnant. Normalement, le Japon, c'est quand même un pays qui voulait seulement donner des visas à des personnes qui avaient des diplômes universitaires, qui avaient l'équivalent de Bac plus 3, Bac plus 5, etc., qui voulaient avoir une population d'immigrés d'élite, mais la réalité des choses fait que ce n'est plus un scénario possible. Objectivement, je trouve que rien ne va au Japon en fait. Encore, ce n'est que mon avis, mais en tout cas, le pays est très très fort pour garder la face, et je vous avoue qu'en tant que Suisse, et je sais que ça en fait rire certains, notamment les personnes qui n'ont ni culture, ni curiosité du reste du monde, genre les sujets de moquerie, c'est du genre la Suisse c'est riche, en Suisse le salaire minimum c'est tant. Dans ce cas-là, je trouve aussi drôle que pathétique de se moquer d'un pays où les choses vont beaucoup mieux que dans le reste du monde. Surtout que c'est pas un hasard si la Suisse a une économie saine, un système politique sans encombre, ni gros scandale, c'est tout simplement parce qu'on œuvre à ça. Donc ne soyez pas jaloux. Et venant d'un endroit privilégié où tout va si bien, je vous avoue que voir le Japon dans cet état, ça fait franchement mal au cœur. Le problème c'est que toutes ces raisons pour lesquelles est-ce que le Japon m'énerve tant, c'est aussi ça qui fait le charme du Japon et qui fait que je l'aime. C'est paradoxal, hein. Est-ce que les gens seraient si polis? Est-ce que le savoir-vivre serait si développé? Est-ce que la société serait si homogène s'il n'y avait pas autant de facteurs castrateurs, cette société patriarcale, ces codes sociaux relous? Le Japon serait pas ce qu'il est sans ce background de trucs chiants. Pour résumer, je trouve que le Japon est la cause de ses propres problèmes et que malheureusement pour lui, la solution à ses problèmes ne peuvent provenir que de l'extérieur. Le Japon ne peut pas se suffire à lui-même. Et il va y avoir beaucoup de changements qui vont se faire aux grandes dames de cet équilibre, de cette balance qu'on retrouve ici. Et pour être honnête avec toi, Charles, le pays dont j'étais tombé amoureux il y a plusieurs années de cela, je retrouve de moins en moins de cet amour avec le temps malheureusement. Pour être vraiment franc avec toi, le déclin du Japon, c'est pas mon problème en fait. Et je ne compte pas le résoudre non plus. Et si je constate que le navire prend beaucoup trop l'eau et qu'il est en train de couler comme le Titanic, j'aurais absolument aucun problème à retourner en Suisse. J'ai dit beaucoup de choses et je suis pas sûr que j'ai répondu à ta question, mais j'espère que cela t'aura satisfait, Charles. Voilà, c'est la fin de ce FAQ numéro 7 avec la grosse tête de Mourad derrière. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir suivi la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à commenter, à liker. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées mais qui également me suivent sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, @AirForce1. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si c'est pas encore le cas. Et gros big up aussi à tous les tipeurs. Leur nom apparaît dans les crédits à chaque fois. C'était le Clochard Magique. Je vous remercie vraiment d'être là au rendez-vous. Je vous aime et je vous fais des gros poutous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.